70 8000 €. C'est le prix d'un bitcoin aujourd'hui, en novembre 2025. Warren Buffett, le plus grand investisseur vivant, affirme que le bitcoin va à zéro. Pourquoi l'homme qui a transformé 100 € en 4 millions d'euros rejette-t-il l'actif le plus spéculatif du monde ? Mais avant que vous ne pensiez que Buffett n'est qu'un vieux têtu qui ne comprend pas la technologie, ce qu'il a dit était si polémique qu'il a fait trembler l'ensemble du marché des crypto-monnaies. En mai 2022, lors de l'Assemblée générale annuelle de Berkshire Hathaway, Buffett a fait une déclaration qui a choqué le marché des crypto-monnaies. Il a dit, littéralement, qu'il ne paierait pas 20 € pour tout le bitcoin existant dans le monde. Et cela alors que le bitcoin valait 30 000 € à l'époque. C'est ici que 90% des personnes se sont complètement égarées. Buffett ne disait pas que le bitcoin allait disparaître demain. Il jouait un jeu mental différent. Et si vous ne comprenez pas cette différence, vous prendrez de mauvaises décisions avec votre argent. Regardez ceci. Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous recevez. Le bitcoin peut avoir n'importe quel prix que le marché veut lui attribuer. Mais combien vaut-il réellement ? Voici le point que peu de gens ont compris. Quand Buffett dit qu'il ne paierait pas 20 € pour tout le bitcoin du monde, il se demande « Que ferais-je avec cela ?» Il aurait 20 et 1 million de bitcoins entre les mains. Et alors, pour réaliser un quelconque valeur, il aurait besoin de le revendre à quelqu'un d'autre. L'actif lui-même ne produit rien. Comparez cela à sa position sur les terres agricoles. Si quelqu'un offrait à Buffett 1% de toutes les fermes d'Europe pour 20 milliards d'euros, il signerait le chèque immédiatement. Pourquoi ? Parce que ces terres produisent du blé, du maïs, des produits laitiers, des denrées dont les gens ont besoin pour manger chaque année. La valeur se régénère continuellement. Cette position reste valide aujourd'hui, même avec le bitcoin à 80 000 €. Le prix a augmenté, mais la logique fondamentale n'a pas changé. C'est toujours un actif qui ne génère un retour que si vous trouvez quelqu'un prêt à payer plus que ce que vous avez payé. Buffett a utilisé exactement le même raisonnement avec l'or pendant des décennies. Dans les années 80, lorsque l'or était en forte hausse, il a refusé d'investir. Sa critique était identique. L'or ne produit rien, il reste juste là à attendre que quelqu'un paie plus pour lui à l'avenir. Alors pourquoi des investisseurs intelligents, des entreprises milliardaires et même des banques centrales achètent-elles du bitcoin ? Ont-ils vu quelque chose que Buffett ne voit pas ? Ou commettent-ils l'erreur classique de confondre une bonne histoire avec un bon investissement ? Avant de répondre à cela, vous devez comprendre l'argument complet des défenseurs du bitcoin. Le cas en faveur du bitcoin commence par un fait mathématique irréfutable. Il n'existera que 21 millions de bitcoins. Point final. À l'heure actuelle, 19 944 000 ont déjà été minés. Cela signifie qu'il ne reste qu'1 600 000 à créer au cours des 100 prochaines années. Aucune banque centrale ne peut en imprimer davantage. Cette rareté programmée attire de l'argent institutionnel réel. La MicroStrategy, entreprise cotée au Nasdaq, a investi 56 milliards d'euros de sa propre trésorerie dans le bitcoin. Ce n'est pas une spéculation de détail. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec 9 milliers de milliards d'euros sous gestion, a lancé des ETF de bitcoin. Les chiffres institutionnels impressionnent. Les ETF de bitcoin contrôlent déjà 6% de l'ensemble de l'approvisionnement existant. Cela représente plus d'1 200 000 pièces bloquées dans des fonds régulés. Le Salvador a fait plus et a rendu le bitcoin la monnaie officielle du pays. Des entreprises comme Tesla et Block conservent du bitcoin à leur bilan. Ce n'est plus un pari réservé à quelques nerds libertaires, c'est du capital sérieux. Mais l'argument va au-delà de la rareté. Les défenseurs comparent le bitcoin à l'or, mais dans sa version numérique. L'or a une capitalisation boursière de 16 milliards d'euros. C'est une réserve de valeur depuis des millénaires. Mais il est lourd, coûteux à stocker, difficile à transporter. Vous ne pouvez pas envoyer 1 million d'euros en or par Internet. Avec le bitcoin, vous transférez des milliards en quelques minutes en payant 5 € de frais. Cela pourrait ressembler à ce que fut Internet dans les années 90. Oui, il y a eu une bulle. Beaucoup ont disparu. Mais Amazon, Google et Apple ont transformé 1 000 € en millions si vous avez tenu le coup. Internet en lui-même révolutionnait le monde. Le bitcoin serait la même chose. La technologie blockchain va transformer les finances mondiales via la finance décentralisée, des prêts sans banque et des transactions sans intermédiaire. Et le bitcoin a survécu à tout. Né en 2009, il y a 16 ans, il a subi des piratages, des interdictions en Chine, des effondrements de 80%, des régulations agressives. Les médias ont écrit 400
74 nécrologies déclarant sa mort. Pourtant, il est évalué à 80 000 euros. Cette persistance crée un puissant effet de réseau. Le Bitcoin possède plus de pouvoir de calcul, protégeant son réseau, que tout concurrent. Il dispose d'une liquidité mondiale 24 heures sur 24. Il a la reconnaissance de marque. Lorsque quelqu'un pense à une crypto-monnaie, il pense d'abord au Bitcoin. Ces arguments ne sont pas faibles, ils ne sont pas formulés par des amateurs. Il y a une logique réelle, des données concrètes, de l'argent institutionnel validant la thèse. Alors pourquoi Buffett, avec 75 ans d'expérience à battre le marché, continue-t-il de rejeter ? Que voit-il que les gestionnaires de milliards ne voient pas ? La réponse réside dans la différence entre deux mots que la plupart des gens confondent. Si vous achetiez des bitcoins aujourd'hui et que je vous dirais que vous ne pouvez pas les vendre pendant les 20 prochaines années, continueriez-vous à acheter ? Votre réponse instinctive en dit long. Un investissement est lorsque vous achetez quelque chose qui produit de la valeur en permanence. La spéculation est lorsque vous achetez en espérant revendre à quelqu'un d'autre à un prix plus élevé. Un appartement génère des loyers chaque mois. Une entreprise fabrique des produits, les vend, réalise des bénéfices et distribue des dividendes. Ce sont des actifs productifs. Que produit le Bitcoin ? Rien. Zéro. Il reste simplement dans votre portefeuille numérique en attendant que quelqu'un paie plus demain que ce que vous avez payé aujourd'hui. Charlie Munger, partenaire de Buffett depuis 60 ans, expliquait cela à la perfection. Préférez-vous avoir un oie qui pond des œufs en or ou une pierre brillante que vous devez vendre à quelqu'un d'autre ? L'oie vous nourrit pour toujours. La pierre n'a de valeur que si vous convainquez quelqu'un de l'acheter. Lorsque Berkshire a acheté Coca-Cola en 1988, ils ont payé 1,3 milliard d'euros. Aujourd'hui, ils reçoivent 700 millions d'euros en dividendes annuels rien que pour cette position. Coca-Cola continue à vendre des milliards de litres, générant des liquidités et payant des actionnaires. C'est un actif productif. Voici la différence brutale entre la valeur intrinsèque et la valeur psychologique. La valeur intrinsèque vient de la capacité à générer un flux de trésorerie. Une entreprise qui réalise un bénéfice de 100 millions d'euros par an a une valeur mesurable. Le Bitcoin a de la valeur parce que nous convenons tous qu'il a de la valeur. C'est de la pure psychologie collective. Lorsque cette psychologie change, le prix s'effondre. Pourquoi l'euro a-t-il une certaine valeur ? Parce que l'Union européenne accepte des euros pour le paiement des impôts, les entreprises paient des salaires en euros. Il existe une demande structurelle obligatoire. Personne n'est obligé d'accepter le Bitcoin. Aucun gouvernement n'exige le paiement en Bitcoin. Aucune entreprise n'est tenue de l'accepter. Sa valeur dépend à 100% de la croyance collective. Et la blockchain, la technologie est fascinante. Elle peut révolutionner la logistique, les contrats, les dossiers médicaux. Mais vous n'avez pas besoin d'acheter des bitcoins pour en bénéficier. C'est comme dire qu'il fallait acheter des domaines en .com pour profiter d'Internet. Les véritables gagnants ont été les entreprises qui ont utilisé la technologie pour apporter une valeur réelle. Alors, que se passe-t-il lorsque le prix se déconnecte complètement de la valeur intrinsèque ? L'histoire a déjà répondu à cette question, à plusieurs reprises. Et les leçons sont brutales pour ceux qui ignorent les schémas. Janvier 1980, les gros titres ressemblaient à ceux d'aujourd'hui sur le Bitcoin. Le dollar est terminé. Les gouvernements impriment de l'argent sans contrôle. L'or est de l'argent véritable, tout le reste n'est qu'illusion. Des investisseurs respectés mettent des fortunes dans l'or, convaincus qu'il atteindra 5 000 euros. Vous savez ce qui s'est passé ? L'or a chuté de 65% au cours des 2 années suivantes et a mis 28 ans à revenir à son pic de 1980. Ceux qui ont acheté de l'or au sommet en 1980 ont perdu des décennies de gains. Pendant ce temps, ceux qui ont investi le même montant dans l'indice des 500 plus grandes entreprises européennes ont multiplié leur capital par 13 jusqu'en 2008. La différence ? Les entreprises génèrent des bénéfices, l'or reste là, brillant. La narration était parfaite, la logique semblait solide, mais la spéculation déguisée en protection reste de la spéculation. Avançons jusqu'en mars 2000. La bulle Internet est à son apogée. L'indice Nasdaq atteint 5048 points. Des entreprises sans bénéfices valent des milliards parce qu'elles ont un .com dans leur nom. Pets.com brûle 275 millions d'euros et fait faillite en 9 mois. Webvan lève 350 millions d'euros et disparaît en 2 ans. Le Nasdaq dégringole de 78% pour tomber à 1114 points.
Des fortunes s'évaporent du jour au lendemain. Mais voici le détail que peu de gens remarquent. Même des entreprises solides ont détruit de la richesse si vous avez payé trop cher. Cisco était excellente, leader en technologie, rentable. Si vous avez acheté au sommet en 2000, il vous a fallu 17 ans seulement pour retrouver votre mise. Amazon a chuté de 95% avant de se redresser. Vous pouviez avoir raison sur la révolution Internet et pourtant tout perdre en payant un prix de bulle. La technologie a gagné. Les spéculateurs se sont effondrés. Revenons maintenant à la décennie de 1630 en Hollande. Les tulipes importées de Turquie deviennent une fièvre nationale. Des bulbes rares coûtent plus cher que des maisons à Amsterdam. Les justifications étaient réelles. Les tulipes étaient belles, exotiques, véritablement rares. Vous ne pouviez pas planter des variétés rares rapidement. Avoir des tulipes rares était un symbole de statut parmi l'élite. Tout avait du sens, jusqu'à ce que cela n'en ait plus. Le marché s'est effondré. Des bulbes, valant un manoir, sont devenus inutiles. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des tulipes sur le marché pour 3 €. Elles sont encore belles. Ce sont encore des fleurs, mais elles n'ont jamais été un investissement. Remarquez les parallèles avec le Bitcoin. Beauté numérique, rareté, mathématiques réelles, statut d'être en avance sur la courbe, technologie fascinante, justification sophistiquée. Toutes les bulles partagent 5 caractéristiques identiques. Il y a une vérité dans l'histoire de base. Les premiers acheteurs gagnent rapidement. Des justifications intellectuelles complexes émergent. Les métriques traditionnelles sont écartées comme obsolètes. Et inévitablement, le prix s'effondre. Le Bitcoin affiche toutes les 5, pas quelques-unes. Toutes. L'histoire est claire sur ce qui se passe lorsque le prix se décale de la valeur productive. Quelqu'un perd tout. La question n'est pas de savoir si vous croyez en la blockchain ou en la rareté numérique. La question est de savoir si vous voulez être la personne qui tient l'actif quand la musique s'arrête. Parce qu'il existe un moyen éprouvé de protéger son patrimoine contre l'inflation et les crises. Et cela n'implique pas de compter sur le fait que le prochain acheteur soit plus optimiste que vous. Benjamin Graham, le professeur de Buffett, a enseigné que les 3 mots les plus importants en investissement sont marge de sécurité. Vous achetez quelque chose pour moins que sa valeur. Ainsi, même si vous vous trompez dans votre analyse, vous avez une protection. Buffett achète des entreprises excellentes à des prix justes, jamais au sommet de l'euphorie. Bitcoin, à 80 000 €, n'offre aucune marge. Une protection réelle vient d'actifs qui génèrent un flux de trésorerie constant. Les actions d'entreprises solides payent des dividendes trimestriels depuis des décennies. Les titres indexés à l'inflation protègent automatiquement le pouvoir d'achat lorsque les prix augmentent en tête. Un portefeuille diversifié de ces actifs offre entre 6 et 10% par an avec une volatilité contrôlée. Le pouvoir réside dans la composition au fil du temps. Vous n'avez pas besoin de trouver le moment parfait, vous n'avez pas besoin de vendre au sommet ou d'acheter au fond. Les actifs travaillent continuellement pour vous, générant des revenus, se réinvestissant, croissant. En 20 ans, vous multipliez votre capital de manière prévisible. Comparez cela avec la tentative de chronométrer Bitcoin. Analysez le risque asymétrique. Bitcoin à 80 000 € peut chuter de 80%, comme cela s'est déjà produit 2 fois, ou grimper 10 fois si la narration se poursuit. Vous risquez la majeure partie de votre capital pour la chance de multiplier par 10. Il est raisonnable de dédier une petite part du portefeuille au cas où le meilleur scénario se réaliserait, mais pas plus que cela. Buffett a déjà été qualifié de désuet par le passé, et il a dormi tranquillement pendant que les bulles explosaient. L'objectif n'est pas de maximiser le rendement à tout prix. Il s'agit de faire croître son patrimoine de manière durable. Si cette vidéo t'a aidé à réfléchir de manière rationnelle sur la protection patrimoniale, inscris-toi et active la cloche. Tu souhaites connaître la stratégie complète de Buffett pour se protéger en cas de crise ? Regarde cette vidéo qui apparaît à ton écran maintenant. On se retrouve là-bas.